Bienvenue dans l'émission Revealing entre science et conscience. Aujourd'hui, on va cheminer ensemble avec une médecin extraordinaire qui intègre toutes ces avancées en physique quantique avec sa pratique. Béatrice, bienvenue. Bonjour Alain. Bonjour Béatrice, bienvenue dans l'émission. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir. Vraiment, c'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui. On va faire un magnifique voyage ensemble. Donc, Béatrice, tu es médecin. Absolument. Tu t'es passionnée pour les maladies infectieuses. Tu as dédié ta thèse aux femmes réfugiées, un sujet qui me tient aussi également très à cœur. Tu es passionnée de physique quantique, de médecine intégrative, vice-présidente du conseil scientifique for Lyme et Chronimed. Enfin, j'en passe. Tu es aussi une artiste et passionnée pour l'eau aussi. Et tout ça m'a donné envie de t'inviter aujourd'hui pour que tu partages avec nous toutes ces connaissances et que tu nous fasses un éclairage sur tout ce qui se passe dans l'évolution de la médecine. Merci infiniment, ça me touche beaucoup. Je suis très très heureuse d'être là aussi avec toi. Merci Béatrice. Est-ce que tu peux nous partager ton cheminement de médecin avec la physique quantique et son impact sur ta pratique ? J'ai envie de dire que j'ai toujours adoré la physique quantique. C'était même un peu surprenant parce que dès ma terminale, donc j'allais voir ma prof de maths et je lui posais plein de questions. Et une fois, elle m'a dit: «Écoutez, c'est incroyable, vous ne posez pas les questions habituelles». Donc elle m'a dit: «Je veux faire un entretien avec vous» et on a parlé physique quantique. J'étais tellement heureuse, c'était pour moi un vrai cadeau. Après donc j'ai fait, maths sup bio et puis médecine. En fait, c'était une trajectoire un peu particulière parce que je suis partie quand même de la peinture. C'est-à-dire qu'en fait, j'adorais la peinture. Je me destinais à faire les beaux-arts, même si j'avais fait une maths sup bio avant. Et donc les beaux-arts en première année de beaux-arts, au cours du soir, mon prof m'a demandé: «Mais quelle est votre quête?» Et je lui ai répondu: «C'est le corps humain». Et là, il m'a dit: «Mais votre place est en médecine». Et je dis: «Ah non, non, non». Il m'a dit: «Si, si, si». Et donc il disait: «Bah, autrefois, il y avait un amphithéâtre commun entre les beaux-arts et médecine, c'était l'amphithéâtre d'anatomie». Et en fait, moi, j'ai complètement, je me suis accrochée à ça. J'ai été au cours d'anatomie d'un très grand maître, hein, qui était le professeur Alain Gillot. Et j'arrivais 3 heures avant qu'il donne le cours, puisque lui, il dessinait à la craie carrément sur un triptyque, un tableau en triptyque. Et moi, j'étais dans la salle avec mes rouleaux de papier de riz et je peignais. On ne s'est jamais parlé, mais au bout de l'année, j'ai intégré médecine. Voilà. Magnifique. Donc c'est une histoire un peu particulière, il faut reconnaître. C'est beau, c'est Mais atypique. voilà, tout à fait. Et en même temps, c'est à partir de là, quand j'ai fait médecine, je me suis dit: «D'accord, je fais médecine, mais je me donne tous les possibles». C'est-à-dire que je fais exactement comme je sens, comme je veux, et j'ai fonctionné qu'avec des coups de cœur. C'est comme ça que je me suis passionnée pour la gynécologie obstétrique, pour les near death experiences, pour l'infectiologie. Et ensuite, donc toute la trajectoire avec, la rencontre avec Jacques Benveniste, la recherche sur l'eau, la rencontre avec le professeur Luc Montagnier, parce qu'effectivement tout ça a été, il y a une suite en fait. Quand j'étais avec Jacques Benveniste aux États-Unis, on a rencontré les premiers électro-hypersensibles. À l'époque, bon moi je prenais des notes, hein, voilà. Et puis ensuite, comme par hasard, j'ai envie de dire, j'étais à un nouveau congrès à Bologne, où là j'étais intéressée par les appareils de thérapie quantique des Russes. Et en fait, c'est là où, sont arrivées les personnes qui parlaient du rapport bioinitiative, de la toxicité des téléphones portables, et cetera. Et du coup, j'ai, comme on dit, collecté tous les travaux de recherche qu'il y avait à ce moment-là et je les ai ramenés à Paris. J'ai montré ça à Michel Rivasi, à Madeleine Niéman, à Maxence Laillé, au professeur, Cornillo. On a créé le CRIREM et à partir de là, j'ai vu les premiers patients électro-hypersensibles. À un moment donné, je me suis dit: «C'est bizarre, il y a peut-être un lien avec de l'infectieuse qui me rappelle la maladie de Lyme». Et puis j'ai fait donc ma propre recherche là-dessus. Je me suis aperçue qu'effectivement, plus d'un tiers des patients électro-hypersensibles étaient porteurs de la maladie de Lyme. Et à partir de là, je me suis intéressée à tout le lien entre pathologie infectieuse, maladie électro-hypersensibilité, chimico-sensibilité et maladies neurodégénératives. Et c'est comme ça que j'ai atterri avec, le professeur Luc Montagnier
qui lui avait repris les travaux de Jacques Benveniste sur tout ce qui était biologie quantique, le fameux digibio, et où il faisait les PCR quantiques, les émissions de champs électromagnétiques par Alors, bactéries, virus, est-ce que tu etc. peux juste définir électrosensible, juste pour Alors, notre les audience? électro-hypersensibles, c'est des personnes qui ne supportent pas l'environnement électromagnétique. Alors, certains, c'est les téléphones portables, d'autres, c'est les antennes relais, d'autres Le Wi-Fi. deviennent le Wi-Fi, voilà, d'autres deviennent électro-hypersensibles suite à la pose d'un compteur intelligent chez eux, type Linky, Veolia, Gaspard, etc. Donc, c'est des personnes qui allaient très bien et qui se réveillent un matin en disant: «Mais c'est pas possible, j'ai un mal de tête épouvantable», qui prennent leur téléphone portable, qui peuvent pas le prendre en main, ils sont obligés de le reposer tellement ça les brûle, ils ressentent des douleurs électriques et ces personnes qui disent: «C'est pas normal, j'étais pas comme ça hier, qu'est-ce qui se passe?» Donc on a l'impression d'une espèce de décompensation à l'environnement électromagnétique. C'est dingue parce que je pense qu'on est tous un peu On sensibles. l'est tous, Et on l'a vu dans un épisode précédent dans Revealing avec Alain Boudet sur l'ADN, notre antenne électromagnétique. Donc c'est génial qu'on t'ait aujourd'hui. Et aussi, on a eu la chance d'avoir Gérald Pollack dans l'émission Revealing, qui nous a introduit à la 4e phase de l'eau, avec qui j'ai découvert en fait le scandale de- du professeur Benveniste. Donc moi, en tant qu'ingénieur qui ai fait une éducation, on va dire, classique, pour moi, ça faisait partie des scandales de la science. Et j'ai toujours eu aussi cette idée reçue, enfin, qu'on m'a transmise, que ces travaux, en fait, manquaient de rigueur scientifique, jusqu'au jour où je rencontre Gérald, qui me raconte la vraie histoire intramuros que tu connais aussi. Et j'aimerais vraiment saisir l'occasion aujourd'hui, en t'ayant ici, étant donné que tu as connu et que tu as suivi ça, de nous partager ce qui s'est réellement passé. Effectivement, l'histoire, peu de gens connaissent la réalité de ce qui s'est passé et en fait, quelqu'un qui en parle très, très bien, c'est le docteur Bernard Poitevin et en fait, le docteur Bernard Poitevin, à l'époque, donc dans les années, on va dire, 80-85, a commencé à travailler sur, la théorie des hautes dilutions en homéopathie et justement, il était, très, en interrogation. Donc c'est lui, il était médecin homéopathe et il essayait de comprendre comment les hautes dilutions pouvaient fonctionner en homéopathie. Alors les hautes dilutions, c'est, en fait, c'est au-delà, ça peut être, une dilution, non pas 10 fois, 100 fois, 1000 fois, mais encore beaucoup plus, hein. Ça peut être 10 000 fois. Donc là, on est dans des très, très hautes dilutions et on sait bien que plus on dilue un produit, moins il y a de molécules dans l'eau et donc cette eau qui servait donc à la fabrication des remèdes homéopathiques, comment pouvait-elle être active? Donc c'est cette question-là et à l'époque, il était donc dans le laboratoire de l'INSERM où travaillait Jacques Benveniste et Jacques Benveniste donc l'avait accueilli parce qu'effectivement, il y avait des tas d'appareils de mesure qui permettaient d'explorer ces hautes dilutions. Et puis à un moment donné, heu, Jacques Benveniste est passé discuter avec Bernard Poitevin et il a été stupéfait des résultats, qu'obtenait Bernard Poitevin. C'est-à-dire qu'effectivement, ces hautes dilutions où il n'y avait plus aucune molécule étaient actives biologiquement. Donc à partir de là, il a pris la décision de lancer lui aussi une recherche et de vérifier ce travail que faisait Bernard Poitevin. Et il est arrivé à la même, donc à la même, au même constat et bien évidemment, il a voulu publier. Il a voulu publier, au plus haut niveau parce que pour lui, bah, ça bouleversait absolument toute la biologie et bien sûr toute la médecine. Et évidemment, à l'époque, il a écrit, tous ses articles sans aucune crainte, si vous voulez, parce qu'il était un scientifique reconnu. Il avait, déjà une notoriété complètement acquise. Il avait 350 chercheurs sous ses ordres à l'INSERM. Pour lui, ce qu'il venait de découvrir ne pouvait pas être remis en question. Donc il publie dans Nature.
Déjà, c'est très intéressant de voir que il va au plus haut niveau. Il n'a pas de crainte, si vous voulez, de publier. Et là, par contre, suite à cette parution d'articles, il y a un contrôle scientifique qui est demandé, mais ce n'est pas un contrôle scientifique qui vient au laboratoire de l'INSERM. C'est comment dire, le directeur de Nature, il y a un spécialiste dans les fraudes scientifiques et Un magicien, et un magicien. ce qui est absolument James dingue. Randi. C'est juste pas possible. Et là, je pense que soudain, Penvenis n'a plus compris ce qui se passait. Pour lui, ça aurait été normal qu'une équipe scientifique vienne et vérifie, mais là, c'était autre chose qui se passait. Et là, effectivement, on l'a traité voilà, d'avoir falsifié les résultats, ce qui est absolument faux. Et évidemment, on l'a traîné dans la boue et ça a été fait de façon quasi systématique, puisque 10 ans plus tard, alors donc là on est en 97, et en 97, donc il y a un consensus complètement différent, puisque ces études ont été reprises par énormément d'équipes. Donc là, il est tranquille, je dirais. Il se dit, bon, en 87, ils n'étaient pas capables de comprendre. Maintenant, en 97, tout a été vérifié, archi-vérifié par différentes équipes. Donc là, je suis tranquille, ça va être accepté. Mais pas du tout. Là, on a assisté à une véritable levée de bouclier. Il faut voir comment les choses se sont faites. Ça a été une publication pendant trois semaines. Chaque semaine, il y avait une double page qui sortait dans Le Monde sur les travaux de Jacques Benveniste, les études, enfin tout ce qui avait été. Et là, c'était vraiment des scientifiques qui avaient repris ces travaux. C'était pas un James Randi. Donc là, c'était vraiment. Et je sais que on était plein d'espoir. On se disait, bon, c'est génial, on a attendu 10 ans, mais là, c'est bon, il y a une maturité qui s'est faite. Et pas du tout. Et c'était les mêmes qui sont montés au créneau, Charpak et compagnie, qui ont vraiment déversé, mais c'était presque de la haine, quoi, puisque ce qui s'est passé était juste, c'était incommensurable. L'entreprise de destruction qui a été Ils ont déployée vis-à-vis de Jacques Benveniste. En découvrant cette histoire, j'ai trouvé mais absolument, enfin, odieux et j'étais vraiment outrée par ça. Et on va pas rentrer dans les détails, dans de toute les façon. hypothèses du pourquoi, parce qu'on est là pour parler vraiment de ce qui va révolutionner la médecine. Mais c'est quand même dingue de voir cette chasse aux sorcières du temps moderne avec Jacques Benveniste et voir aussi que finalement le temps lui donne raison, comme tu dis, 10 ans après. Et le professeur Luc Montagnier, qui lui aussi, à la fin de sa carrière, car il s'est positionné sur les derniers événements qu'on vient de vivre, prix Nobel de médecine, vraiment alors, un scientifique de haut vol qui reprend ses recherches et qui annonce que tout ce qui a été fait par Benveniste tient la route. Absolument. Et il a fait d'ailleurs, et ça je le remercierai jamais assez, une magnifique conférence, enfin une émission donc avec Arte. Donc la conférence, c'était à l'UNESCO, c'était en 2012, où il a effectivement repris les travaux sur la mémoire de l'eau. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à traîner Montagnier dans la boue, où il a commencé à avoir on l'a traité de sénile, mais comment ça se faisait qu'il reprenait les travaux de Jacques Benveniste, mais enfin, qu'est-ce qu'il lui prenait, etc. Un scientifique, justement, de si haut niveau. Et là, il a eu à affronter, effectivement, une presse extrêmement agressive. Et aussi, donc, il a fait cette émission sur Arte qui s'appelle On redécouvre la mémoire de l'eau, qui est une émission juste extraordinaire où il montre tous les développements qu'il a pu faire grâce aux travaux de Jacques Benveniste avec Jamal Aïssa, qui était donc le bras droit de Jacques Benveniste. Il avait le laboratoire d'Anectis qui était à Jouy-en-Josas, ils avaient repris.
et ils avaient amené à une sorte de de concrétisation où ça pouvait être effectivement tout à fait appliqué pratiquement. C'est-à-dire, c'est ce que disait Jacques Benveniste avec Digibio, on peut absolument avoir accès à une nouvelle biologie grâce à ces travaux. Et donc quand, le professeur Montagnier a repris les travaux de Jacques Benveniste, il a repris ces travaux des émissions électromagnétiques, des virus, des bactéries. Donc il avait la capacité, avec, un plasma de patients, de découvrir si ce plasma contenait, le virus de l'hépatite C ou le virus du sida ou une Bartonella ou une Babesia ou une Borrelia. Donc tout ça a été, heu, très, très étayé, mais quand il a présenté ses travaux à l'Académie de médecine, effectivement, dans le cas très particulier de l'autisme, évidemment là, ça a bloqué aussi. Donc c'était, effectivement, un peu, redondant cette histoire de blocage. Les recherches avec l'eau Ouais. datent déjà de, je crois, enfin, le courage de faire des recherches avec l'eau date déjà bien avant Benveniste, je crois, avec un professeur russe à l'époque, avec ses recherches sur la capillarité. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, Oui, mais bref. il a un nom difficile. Oui, il a un nom difficile, mais j'ai énormément de respect pour tous ceux qui continuent à faire ces recherches dans l'eau, parce que avec ce qui s'est passé et ces histoires voilà, de chasse aux sorcières ou de destruction de carrière, il faut vraiment plus avoir d'ego et œuvrer pour quelque chose de plus grand. Du coup, je suis aussi heureuse de t'avoir ici parce que toi, enfin, tu te dédies à ça, tu te dédies à ces réflexions voilà, tu as envie d'aller vers quelque chose de plus grand. Tu as travaillé avec le professeur Montagnier. Est-ce que tu peux nous partager, en fait, enfin voilà, ces recherches absolument révolutionnaires de façon concrète sur nos vies, notre fonctionnement, les nouveaux remèdes, en fait, les influences, comme tu disais, électromagnétiques. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? C'est quoi ce nouveau paradigme de la médecine qui arrive et qui va être absolument fabuleux? Merci d'aller dans ce sens-là parce que c'est très, très important. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir du moment où il y a eu de tels combats, je dirais que Jacques Benveniste en 2004, avant de décéder, a donc rencontré Jacques Benveniste, professeur Gérald Pollack, qui lui était très, comment dire? Passionné aussi par l'eau avec tous les travaux de Gilles Berling, et donc ils ont fait une espèce de de 1re réunion qu'ils ont appelée Water Conference, et ensuite ces Water Conference ont lieu tous les ans, et moi je les ai découvertes en 2010 avec, le professeur Montagnier, et donc effectivement, on avait pris l'habitude de se retrouver en petits groupes. Donc là, au départ, c'était une centaine de chercheurs et puis après ça a été en augmentant. Mais tous les ans, ces réunions autour de la structure de l'eau, mais pas que, parce qu'on s'intéresse aussi bien à l'eau, dans l'espace, hein. Donc il y a eu des personnes qui sont venues, qui travaillent à la NASA, l'eau sur Mars, par exemple. On peut s'intéresser à l'eau, comme, capacité à à nous soigner, bien sûr, à nous hydrater, mais aussi l'eau, au niveau, avec les Russes, on s'est beaucoup intéressé à l'eau par rapport à l'homéopathie, hein. Donc ça, parce que c'est l'homéopathie, je dirais, est quasiment une médecine qui est découverte, finalement, par la capacité de l'eau à soigner. Parce que quand on est parti effectivement, de cette, compréhension avec les hautes dilutions des travaux de Jacques Benveniste, Hem, bah, quelque part, il mettait le doigt sur le fait que l'homéopathie pouvait soigner, d'accord? Mais aujourd'hui, donc on sait maintenant qu'on est dans un monde, d'information grâce à l'eau. Parce que l'eau, quelque part, a la capacité de stocker l'information, de la donner, de la recevoir, en particulier dans nos cellules, au sein de nos cellules. C'est tous les travaux de Gérald Pollack. C'est là où, quand il parle de l'exclusive zone water, et de cette zone qui est juste sous la membrane cellulaire, qui a cette capacité de stocker l'information, donc dans ces petits pockets de domaines de cohérence quantique. Donc là, ces domaines de cohérence quantique, c'est un peu comme des petites
piscine où on peut avoir le stockage de l'information, mais ça émet de l'information, ça reçoit de l'information. Cette Easy Water, elle est juste phénoménale parce qu'elle explique finalement le mode de fonctionnement de l'homéopathie. L'homéopathie, au degré de dilution où elle est, c'est de l'information qu'elle délivre au corps. Donc c'est une information qui peut soigner. Après, le corps, il reçoit et il dispose. C'est-à-dire, c'est pour ça que des fois, des remèdes homéopathiques peuvent ne pas être actifs. Ça allait être C'est ma le- question, parce voilà. que beaucoup de gens disent l'homéopathie, ça ne fonctionne pas. En fait, il peut y avoir ce qu'on appelle des trous de dilution, c'est-à-dire des zones où la dilution homéopathique ne va pas fonctionner. Ça, on le sait. Donc, c'est des fois quand on sait qu'un remède devrait agir et qu'il n'agit pas, on essaye d'autres dilutions. Parce qu'il peut y avoir donc ces fameux trous d'inactivation. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant de voir que finalement, mais c'est exactement pareil avec l'acupuncture en médecine chinoise. Le corps, il reçoit l'information, après il en dispose, d'accord? C'est ça, on ne force pas un organisme. Alors c'est vrai qu'avec la chimie, souvent, on force l'organisme, quelque part, peut-être qu'on donne trop d'informations. C'était le point de départ d'Hahnemann, c'était ça. Hahnemann, il disait finalement, à son époque, donc en 1810, les remèdes qui étaient utilisés étaient extrêmement toxiques. Hein. Tu vois, c'était même des sels de mercure, etc. Donc lui, il disait primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Donc, est-ce qu'une petite dilution de ce remède pourrait garder une action, par exemple anti-infectieuse, sans nuire? Ça, c'était effectivement la vision d'Hahnemann. Alors avec la médication, la chimie aujourd'hui par la médication, on en est loin, parce que Gérald, dans l'interview, dit que si on va regarder les descriptifs des médicaments, la plupart disent, aussi aux États-Unis, ils disaient, peut causer la mort. Ce qui est dingue quand même. Ce qui est dingue. Et par exemple, le Mais ça, paracétamol ça on le qu'on voit pas, utilise- personne lit ces dépliants. Absolument. Et le paracétamol qu'on utilise toute la journée, il ouvre la barrière hémato-encéphalique. Donc, il permet effectivement à des germes de passer dans le cerveau. Et donc là, pour moi, au départ, par rapport à toute cette pathologie de l'électrosensibilité dont on parlait tout à l'heure, moi, je me disais, mais finalement, est-ce que le point de départ, c'est l'environnement électromagnétique ou c'est au contraire des germes qui ont accès à notre cerveau et qui créent un état inflammatoire et qui, dans un deuxième temps, rendent les gens électro-hypersensibles. Mais comme tu disais tout à l'heure, Alain, très justement, nous sommes tous électrosensibles à des degrés divers. Le problème, je dirais, c'est que les gens qui sont électrosensibles, finalement, ils se rendent compte qu'ils sont électrosensibles et ils se protègent. Par contre, les gens qui ne sont pas au courant de cette capacité de nuire de l'environnement électromagnétique, eux, ils ne se protègent pas parce qu'ils ne ressentent pas. Les ondes, elles n'ont pas d'odeur, elles n'ont pas de couleur, on ne les voit pas, c'est dans notre environnement. Sauf que on voit bien qu'il y a une explosion de problèmes, que ce soit Alzheimer, que ce soit les maladies neurodégénératives, les cancers du cerveau. Pour moi, il y a trop d'enfants qui ont des troubles graves. Alzheimer chez des gamins de 15 ans, c'est pas normal. Et quand on interroge, bah, finalement, ils dormaient avec le portable allumé sous l'oreiller ou ils avaient le téléphone en recharge à côté du lit. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et les gens ne savent pas que se balader dans la rue avec un téléphone portable, bon, ça va, mais quand vous êtes dans le TGV, quand vous êtes dans une voiture et que vous passez des coups de fil, là, effectivement, vous irradiez votre cerveau et c'est pas bon du tout. Donc, la plupart des cancers du cerveau, pour moi, des fois, quand les gens me disent bah, il y a un glioblastome, je leur dis oui, de quel côté vous écoutez votre portable? Bah, c'est quasiment toujours du côté où ils écoutaient le portable. Donc, en fait, la genèse des cancers au niveau de la tête, par exemple, que ce soit cancer de la langue, cancer de la mâchoire, neurinome de l'acoustique, etc., ça, c'est vraiment très lié à la téléphonie portable, trop près de la tête. Voilà. Et tu as des remèdes, enfin, tu as des pistes de Bah, pour réflexion. moi, il faut pas téléphoner avec un téléphone contre la tête. Il faut l'avoir un peu avec un haut-parleur à 1 mètre. On peut tout à fait avoir ce type d'utilisation. Et quand on a ces pathologies-là, toi, avec ces nouvelles pistes en fait qu'offrent bah, toutes ces recherches de l'eau avec l'information, Mm. j'ai découvert les travaux de
de Joel Steinheimer, Oui. justement, avec les polypeptides, Les les protéodines. protéodines, qui soignent grâce au son, qui sont absolument fabuleux. C'est aussi de l'information Ben, complètement. pour justement réharmoniser ces cellules Mm. cancéreuses, on va dire, qui sont Mm. dysfonctionnelles. Est-ce qu'il y a des remèdes comme ça déjà qui sont un peu dans les tuyaux et qui Oui, arrivent bien en sûr. force? Alors donc les water conferences, ben, c'est très bien qu'on parle du son. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle John Stuart Reid, qui a fait énormément de travaux de recherche avec effectivement les sons. Évidemment que les sons ont une capacité thérapeutique. Alors lui, sa dernière présentation à Bad Zoden, c'était sur les sons en cardiologie. Donc là, il voyait à quel point, alors ce qu'il disait qui était le plus actif, c'était, alors ça peut être les sons, mais ça peut être aussi bien sûr la musique. Et il disait the live music. Live music, ça a un effet extraordinaire, c'est-à-dire que la musique, quelqu'un qui joue du piano devant vous, ou c'est pour ça, moi j'aime beaucoup les gens qui jouent du piano dans les gares, dans les aéroports. Je trouve que ça, tout de suite, ça amène quelque chose, on se sent bien. Et donc ça, c'est des expériences qu'on fait bien sûr tous les jours, mais là, c'était vraiment spécifiquement sur les problèmes d'hypertension, le flux sanguin, et je trouve que c'est très important de parler de ça parce que je trouve que ça donne beaucoup d'espoir. Je pense que nous allons vers une civilisation qui va amener la compréhension des soins par l'eau, par les couleurs, par la lumière, par l'eau et donc et par le son. Donc ça, on a certainement moi je suis tellement heureuse d'être à cette période-là parce qu'on voit bien que toutes ces travaux sur l'eau, sur la mémoire de l'eau, les travaux de Montagnier, tout ça, ça va dans le même sens et ça nous amène à des capacités thérapeutiques, donc pas seulement de diagnostic biologique, mais aussi en thérapeutique, en médecine. C'est un complet changement de possibilités thérapeutiques. Donc pour moi, et d'ailleurs les Russes, Vladislav Kristoforov que j'avais rencontré, me disait la médecine du futur, c'est l'homéopathie, c'est l'acupuncture, la médecine chinoise et les sons, les couleurs, les thérapies par l'eau. Les thérapies par l'eau, parce que vu que tout est vibration et porte l'information, eh ben on peut soigner avec la vibration et l'information. Absolument. Et l'eau, finalement, là, on m'a présenté un appareil il y a quelques jours qui s'appelle le biodyname, qui a effectivement la capacité de charger l'eau. Donc, on peut mettre des minéraux dedans, bien sûr, de l'or, argent, cuivre, avec des petites électrodes. On absorbe aussi les rayonnements biocosmiques, ça c'était la théorie de Marcel Violet. On peut mettre du son, on peut mettre des lumières. Donc c'est vraiment très intéressant. Et cette eau, elle n'a rien à voir avec, bien sûr, l'eau du robinet. Ça, c'est autre chose. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre cette eau du robinet et la transformer, l'informer. Moi, je dis toujours en riant que j'avais une patiente, elle me disait, oh, mes enfants, ils sont fatigués en ce moment, ils font plus rien à l'école, je suis vraiment embêtée. Et en même temps, ils veulent pas prendre de médicaments, ils veulent rien prendre, les vitamines, tout ça, ils disent que c'est mauvais, que ça a mauvais goût, etc. Alors elle dit, moi je lui dis, bah finalement, on pourrait utiliser les travaux des motos. Et motos, on met sur la carafe d'eau énergie, force, voilà. Elle m'a dit qu'elle l'avait fait. 2 jours après, ces gamins avaient tellement d'énergie, elle m'a dit, j'étais obligée d'arrêter parce que là, c'était pas possible. Donc, Ouais, les travaux. on voit à quel point on peut avoir des utilisations mais vraiment très pratiques, Mhm. très simples finalement. Les travaux des motos, ils sont assez impressionnants. Ils ont été vraiment découverts par un large nombre de personnes, on Mm. va dire. Le seul point que je trouve un peu dommage, c'est que la rigueur scientifique n'y était pas et du coup, ça a un peu desservi les recherches sur l'eau qui ont été reprises par Mm. le professeur Montagnier, etc. Et là, on sait qu'il y a cette rigueur scientifique. C'est juste le petit bémol des motos, mais en effet, aujourd'hui, il y a des recherches, des mesures qui se montrent avec une eau informée et une eau normale ou une eau informée avec, je ne sais pas si on peut dire des choses négatives, mais en tout Mm. cas, on va dire plus et moins, comme ça Oui, pour ne voilà. pas porter de jugement. Voilà. Et puis c'est quelque part, c'est très pratique, quoi. Mais on voit bien que dès que les grands chercheurs comme Benveniste ou Montagnier ont touché à cette capacité de l'eau
à diagnostiquer des pathologies ou à traiter, là, tout de suite, il y a eu cette offensive, du Gotha scientifique, pour les écraser. Et c'était, tellement facile, ils étaient isolés, ils avaient heureusement, autour de Montagnier, il y avait toute cette équipe de médecins-chercheurs, donc de Cronimed, qui, l'a beaucoup soutenu. Parce que moi, souvent, on lui disait: «Mais professeur, c'est embêtant quand même tout ce qu'on dit sur vous». Et Montagnier disait: «Mais pas du tout, mais pas du tout. Je sais profondément à l'intérieur de moi que j'ai raison et c'est ma mission quelque part d'expliquer au monde toutes ces capacités, de changer finalement la médecine et tant pis si aujourd'hui, on me calomnie, demain je sais que j'ai raison». Et Benveniste disait exactement la même chose, quoi. Donc c'est vraiment 2 chercheurs, j'ai envie de dire, qui se sont, sacrifiés quelque part pour le bien de l'humanité et ça, c'est important de le dire. Merci de le partager et de le dire. Et de toute façon, l'histoire nous montre que souvent, c'est ces personnages-là qui ont un vrai impact sur, comme tu disais, l'humanité, et souvent pas ceux qui restent dans le qui restent conservateurs à une hypothèse ou à des choses qui ont été établies. Et pour moi, la science, c'est ça. C'est cette capacité à vraiment, pas le doute scientifique, mais cette capacité à se repenser chaque jour, en fait. Ça, c'est quelque chose de très important de ne pas, voilà, de ne pas partir sur, des idées toutes reçues. Il faut, toujours remettre en question. Chaque matin se dire: «Bah, est-ce que c'est juste ça? Est-ce qu'il y a pas» et puis lire, se documenter, être curieux, quoi. Pour moi, la curiosité, est fondamentale. Je pense on aurait déjà été beaucoup, beaucoup plus vite si on avait, tout le temps remis en question, ce qu'on nous présentait comme étant, absolument, certain et et c'est une démarche, en fait. C'est pas une démarche facile, mais c'est vrai que moi, pour avoir fait médecine et ensuite, m'être, intéressée à toutes les médecines alternatives, donc parce que je fais du MENAT, qui était à Bobigny avec, le professeur Cornillo. Donc là, on avait une année entière avec, chaque mois, on découvrait, une fois c'était la naturopathie, une fois l'homéopathie, une fois l'ostéopathie, une fois la médecine chinoise, l'auriculothérapie, la phytothérapie, ça permettait donc, moi jeune médecin, avoir une espèce de vision globale de tout ce qui était possible. Et en fait, à partir de là, et ben, chaque fois que j'ai eu un article qui m'intéressait, je pris mon téléphone et j'appelais le chercheur. En l'occurrence, c'est comme ça que j'ai rencontré Benveniste. C'est-à-dire, je l'ai appelé, j'avais lu un article dans Le Monde sur, qu'il avait écrit sur Digibio, donc la biologie numérique. Et je l'appelle et je lui dis: «Écoutez, j'arrive des États-Unis, j'ai été rencontrer Hulda Redgen-Clark, elle a déjà bien avancé dans ce domaine-là» et au téléphone, il me dit: «Ah non, ça c'est pas possible, pour l'instant, je pense qu'il y a que moi qui travaille dans ce domaine-là». Bah, je dis: «Bah, si vous voulez, je vous amène son livre» et une semaine après, il me rappelle, il me dit: «Attendez, je veux la rencontrer cette dame, elle est où? Organisez-moi le voyage» et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, chez Hulda Clark aux États-Unis. Et c'est vrai que, voilà, je pense que l'échange des 2 chercheurs a permis, aussi des avancées. Vous voyez, c'est ça que j'aime. C'est des gens qui, quelque part, à un moment donné, disent: «Non mais c'est incroyable». C'est pareil pour Michel et Saïdi qui a, Mhm. heu, donc Ce donc que c'est des rencontres et moi chaque fois j'assistais à ces discussions, je me dis: «Mais quelle chance j'ai de pouvoir assister à ces rencontres!» Bon, tu as été proactive aussi là-dedans. Voilà. Et ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est applicable pour la science, mais c'est aussi applicable pour nous. C'est ce que moi, je propose avec Revealing dans le coaching. C'est que finalement, c'est retourner à cette humilité. Oui, on sait des choses jusqu'à un certain point, mais garder cette humilité nous permet aussi de nourrir cette curiosité. Parce que comme on est humble, d'ailleurs, les plus grands penseurs disent « je sais que je ne sais pas », comme on reste dans cette humilité, on peut découvrir d'autres choses et puis un peu remettre en question des croyances établies pour pouvoir s'ouvrir parfois à des choses encore plus grandes. Et ça permet d'aller plus vite. Parce qu'on a l'impression que C'est ce que quelque tu part, on perd du temps en remettant en question la piste qu'on a, mais en fait, on gagne du temps.
Et moi, je sais que j'ai plein de patients qui venaient, ils me disaient: vous êtes une chercheuse, vous êtes toujours au courant de tout ce qui se passe, etc. Mais c'est vrai que c'est ça qui permet d'avancer Je vais à faire tous les niveaux. un lien du coup avec cette curiosité de la recherche qui a nourri ta pratique. Et j'aimerais bien discuter un peu de ce que tu as fait, proposé avec la maladie de Lyme. Euh, c'est vrai que c'est une maladie dont j'ai entendu parler, qui est très très difficile à soigner, de ce que j'ai entendu, et toi, tu as des super résultats. Est-ce que tu peux nous partager un peu voilà, tes travaux là-dessus? Parce que je pense que, il faut que ce soit diffusé. Moi, j'ai eu une chance inouïe, c'était de rencontrer Clark dans les années 90. À l'époque, donc, c'était la pleine sortie du sida. Et à l'époque, on n'avait pas encore de trithérapie, hein. Donc là, ça a été pour moi extrêmement intéressant de voir la façon dont soignait Clark, qui, elle, partait de la piste parasitaire. Et donc, elle traitait la pathologie parasitaire en disant finalement, c'est comme les poupées russes, les parasites contiennent les bactéries qui contiennent les virus, et il y a quelque part un lien entre parasitologie et maladies infectieuses. Ce lien-là, il avait déjà été fait par Samuel Hahnemann, donc qui en 1836 écrivait un deuxième livre. Le premier, c'était L'organon, l'art de guérir, et le deuxième, c'était le traité des maladies chroniques, où il constatait qu'il y avait des maladies dans lesquelles il avait plus de difficultés à avancer, à soigner, à avoir des résultats rapidement, on va dire. Et il s'apercevait que finalement, il y avait un élément qui faisait obstacle. Et à l'époque, donc, il y avait la syphilis, donc il s'intéressait, il ne connaissait pas la bactérie qui était derrière la syphilis, mais il parlait de miasme syphilitique. Il disait finalement, le miasme syphilitique, s'il y a une difficulté énorme à soigner, c'est le côté psore. Et le psore, c'est les parasites, les candidoses. Et ça, pour moi, ça a été une mise en éclairage directe, c'est-à-dire entre Samuel Hahnemann, Hulda Region Clark et les pathologies que j'ai vues à travers le sida et ensuite la maladie de Lyme chronique. C'était ça, c'était qu'en fait, on ne tenait absolument pas compte du terrain. C'est des gens qui effectivement avaient une pathologie infectieuse, et ce que disait Montagnier et bien d'autres chercheurs, c'est que quelque part, un virus tel que le virus du sida ou une bactérie telle que la Borrelia ne peut pas quelque part avoir une puissance de destruction pareille s'il n'y a pas autre chose derrière. Et derrière, il y avait d'autres bactéries, d'autres virus, des parasites et des candidoses. En fait, si vous voulez, et c'est là où Clark est génial, c'est que quand elle parle du Cleansing Parasite Programme, donc du traitement de déparasitage, en fait, quand elle déparasite, elle traite toutes les infections derrière. Parce qu'elle va traiter le parasite, la bactérie, le virus et la candidose. Donc ça, cette façon de faire, j'ai compris tout de suite qu'en fait, on ne peut pas utiliser un seul traitement. On est obligé d'utiliser des synergies. Et dès qu'on utilise des synergies, donc là c'est tout le travail d'Yvette Parès, le travail avec la médecine africaine ou la médecine chinoise, on sait très bien que dans une préparation de plantes en Chine, vous avez le médicament, le remède, ce qu'on appelle roi, vous avez la plante qui va servir, on va dire, de ministre, et une plante qu'on appelle l'écuyer ou le chevalier. Et qui, là, ces trois vont agir dans des synergies. Alors ça, c'est un peu ce qu'on appelle un trépied thérapeutique. Mais là-dessus, on peut élargir. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'utiliser deux, trois plantes, les formules chinoises comme les formules africaines peuvent aller jusqu'à une centaine de plantes. Ça, c'est vrai que c'est waouh, mais c'est très compliqué. Et effectivement, il faut un savoir-faire tel que les Chinois ou les Africains l'ont. Et c'est-à-dire qu'en fait, ils ont plein de plantes devant eux, ils vont prendre une pincée suivant, pour eux, les pathologies qui sont en compte. Eh ben, par rapport à la maladie de Lyme, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, et en fait, par rapport au sida, c'est exactement pareil aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à un gang. Donc, OK, il y a un chef de file, mais derrière, il faut s'occuper de tout le reste. Et si on ne traite pas l'ensemble, on n'a aucun effet thérapeutique sur la pathologie, le germe. Et ça, c'est notre façon de faire en Occident, c'est-à-dire qu'on focalise sur un problème,
mais on ne voit pas toute la problématique qu'il y a autour. Et on fait d'énormes erreurs thérapeutiques. En plus, en général, on sort une véritable bombe atomique pour écraser le bactérie ou la virus. Sauf que le problème, c'est que quand vous écrasez une bactérie, eh ben, le reste commence à remonter. Vous avez des virus, vous avez des candidoses, vous avez des parasitoses sur lesquelles aucun antibiotique ne va marcher. Donc, en fait, on est on passe à côté du problème, on passe à côté de la pathologie infectieuse. Or, la pathologie infectieuse, c'est comme un millefeuille, il faut y aller couche par couche, mais sûrement. En fait, si vous voulez, c'est un problème de stratégie. Il n'y a pas d'autre terme. Il faut savoir à qui on a affaire, quels sont les éléments du problème. Or, aujourd'hui, pour moi, notre médecine occidentale, elle est pas en capacité de faire toutes ces recherches. Donc, il fallait plutôt passer par une biologie numérique, par une biologie comme l'a pratiqué Montagnier, et qui, elle, donne les bases finalement scientifiques de ce type de recherche, et la biorésonance, comme les Russes l'ont mise au point, mais il y a plein d'autres appareils. Et là, vous voyez apparaître l'ensemble de la problématique. Et on n'a regardé que l'infectieux. Donc je ne vous dis pas tout ce qu'il y a comme autre problème sous-jacent. Il y a l'état de l'intestin, il y a l'état effectivement de l'immunité qui peut être très endommagé par l'environnement électromagnétique, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'ouverture de la blood-brain barrier, de la barrière hémato-encéphalique, mais on pourrait aussi parler de l'ouverture de la barrière intestinale. Et là, c'est le problème. Et Là, le professeur Bellepomme le disait d'emblée, il disait, mais Béatrice, si on peut avoir une ouverture de la barrière hémato-encéphalique, évidemment qu'on peut avoir une ouverture de la barrière intestinale. Et effectivement, là encore, on a tous les miasmes intestinaux, de tout ce candidat, bactéries, de ça, qui peut passer dans le sang. Et là, on a quantité de problèmes qui apparaissent aussi et vraiment très difficiles à soigner, comme le syndrome d'activation mastocytaire, etc. Donc, on est dans une situation actuelle où si on ne s'occupe pas de ces pathologies infectieuses, on va vers des pathologies de plus en plus graves qui, moi, me font penser au sida. Donc ça, c'est clair, net et précis. Donc, c'est pour moi la maladie de Lyme chronique aujourd'hui, on est face à la même problématique qu'on avait dans le sida. Et si on laisse pourrir la situation, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de prendre en charge ces patients de façon correcte, on va, comme disait Samuel Hahnemann en 1836, on va vers des maladies monstrueuses. Monstrueuses, c'est le terme qu'il utilisait à l'époque. C'est vrai que quand vous mais il lisez était avant-gardiste, parce que là, il y a une mais explosion de... complètement avant-gardiste. C'est pour ça que moi, personnellement, dire que l'homéopathie est une médecine de charlatans, comme ça a été dit, c'est juste un scandale énorme. Parce qu'on n'a même pas, je pense, été regarder tous les travaux qui ont été faits. Et à l'époque, Hahnemann, non seulement il était médecin, il était pharmacien, il était toxicologue. Et il parlait 10 langues, dont le syriaque, l'hébreu, le grec, je veux dire, c'est l'arabe, enfin, je veux dire, c'était quelqu'un qui était, pour moi, un monument d'intelligence et de, voilà, et c'était un vrai chercheur, dans tous les sens du terme. Merci, merci infiniment pour ce partage, c'était vraiment fascinant. Tu formes des médecins à ta pratique? Comment tu Alors voilà, partages merci Alain de parler de ça, parce que c'est vrai que j'étais un peu désespérée il y a encore quelques années en me disant, mais enfin, là, on est devant une espèce de champ de destruction, on a détruit l'homéopathie, on parle mal de l'aromathérapie, de la phytothérapie, des naturopathes, des ostéopathes. Je dis, mais c'est quoi? C'est pas possible. Et pour moi, c'était tellement important, j'avais un tel espoir, parce que ayant été en Chine plusieurs fois, je sais comment fonctionnent les hôpitaux chinois. Donc, quand quelqu'un arrive avec un accident vasculaire cérébral, et là aujourd'hui, c'est quand même monnaie courante, il y a une aiguille d'acupuncture qu'on met au niveau du visage qui aide la personne à se sortir un peu de son coma. Ensuite, on fait tous les examens classiques en Occident, mais ensuite, on a toute une thérapeutique, que ce soit les massages, que ce soit la phytothérapie, que ce soit les qigong, etc. Et les gens sortent rapidement de leur AVC avec une bonne récupération. Pour moi, ça, c'est essentiel. Et donc, moi, je me disais, chouette, on va aller vers cette médecine à l'hôpital, on va faire rentrer toutes ces possibles thérapeutiques. Pas du tout. Et donc, on va plutôt vers donc une espèce de champ de bataille et la succession des médecins telle que je la vis, aujourd'hui, elle est impossible. Donc, je me disais, la seule solution, c'est de former.
c'est d'enseigner. Et pour moi, là, je consacre toute ma vie maintenant à ça. Bien sûr, je continue à avoir des patients, mais et la recherche, mais pour moi, c'est très, très important au stade où je suis de pouvoir enseigner. Et donc, j'ai créé une académie libre de médecine intégrative en Suisse et j'ambitionne de faire quelque chose de beaucoup plus grand ailleurs. Merci, on en a besoin. Tu parlais de l'hôpital, mais aujourd'hui, l'hôpital est devenu un enfer, mais un enfer aussi pour les médecins. Enfin, moi, quand je discute avec les médecins à l'hôpital, ils sont dans un tel état, les médecins, les infirmières, tout le personnel soignant, dans une telle, enfin, énergie de stress. Euh, on parlait de mental health, mais ils sont dans une telle pression, dans une telle énergie de frustration, de stress, à la limite du burn-out. Et moi, souvent, quand j'ai ces discussions, bien sûr, ça me touche. Enfin, et ce qu'ils vivent, mais je me dis, dans cet état-là, comment tu peux vraiment soigner correctement? Alors, je ne remets pas du tout en question leurs compétences, c'est juste que c'est humain. On peut donner de l'amour, on peut diffuser quand nous, on est rempli, mais si on a oublié de se remplir, que nos batteries sont à zéro, c'est comme une voiture, il n'y a plus d'essence. Au bout d'un moment, ça s'arrête, on ne peut plus prendre de passagers. Et l'hôpital, pour moi, enfin, c'est là où on en est arrivé aujourd'hui. Donc, en France, c'est cata. En Suisse, on est à la limite aussi. Bah, me dit que le système est vraiment en fin, quoi. On arrive à Oui, on la arrive fin à de la quelque fin. chose. Pour moi, c'est ça, c'est exactement ça, mais avec tous les savoirs accumulés, parce que la révolution médicale, elle date quand même de Nikola Tesla, de Lakowski, de Darsonval. Il faut voir que avant la Deuxième Guerre mondiale, tous les hôpitaux à Paris quasiment avaient des appareils de Lakowski, que ce soit le Val-de-Grâce, Cochin. Cochin, il y avait plein d'appareils de Darsonval, Lolo Electron. Tout ça était mis en place et après balayé effectivement avec un tout chimique dont on est en train de se rendre compte qu'on ne peut pas aller plus loin, quoi. C'est un empoisonnement des corps humains, un empoisonnement de la planète. Et donc là, il faut à un moment donné s'asseoir, réfléchir et trouver une solution, je dirais, pour l'ensemble de la planète. C'est pour ça, moi, je voudrais inviter tous les gens qui ont un savoir médical, quel qu'il soit, que ce soit les Kogi, que ce soit les Maoris, que ce soit les sages africains, les Chinois, et des Russes qui ont une médecine totalement différente de la nôtre, qui ont continué dans cette vision de Nikola Tesla, de Lakowski, et qui comprennent mais parfaitement les travaux Les Russes en quantique, Benveniste, qui ont repris tous les travaux sur l'homéopathie. Albert Claude Kemoun, ses travaux scientifiques, c'est quand même un grand professeur en homéopathie. Il a dirigé plus de 400 thèses en homéopathie, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la pharmacie et dans le domaine de la science. Il faut voir, il a fait des recherches à l'INSERM. Il faut voir qu'en Russie, à Moscou, les travaux d'Albert Claude Kemoun, professeur Albert Claude Kemoun, sont absolument reconnus par l'Académie des sciences de Moscou et l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. Alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on vient nous dire l'homéopathie n'a pas de preuves scientifiques? Il vient de sortir un livre là-dessus, et vraiment, l'homéopathie a toutes ses preuves scientifiques. Donc, on nous a raconté du baratin, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez dingue comme les Russes sont en avance, tu vois. Moi, je fais du leadership quantique, leadership coaching. Et quand je me suis lancée, et ici, on me disait, mais c'est quoi le quantique? Et souvent, alors je ne vais pas dénigrer cette réaction, et ça me fait plaisir, parce que c'est que je dois faire ça. Et une fois, je me souviens, pour la petite anecdote, à un anniversaire d'une amie, on me pose la question, une personne me pose la question, et je lui dis, bon, je vais t'expliquer, parce que j'avais tellement l'habitude d'entendre qu'est-ce que c'est. Elle me dit, non, mais moi, je suis russe, je connais ça, ça existe chez nous depuis... T'as même pas besoin de m'expliquer, je sais exactement de quoi tu parles. Et là, je me suis dit, waouh, le retard. Waouh! Eh oui, et c'est ça qui est choquant. On parlait de Vladislav Kristoforov, qui est ce chercheur incroyable qui a équipé tous les Soyouz depuis Yuri Gagarin, donc ça date, 1957. Et donc, t'imagines, 1957, 2023. Voilà. Et il a écrit mais des centaines de travaux de recherche. Rien n'a été traduit en français. Et quand j'allais le voir donc à Moscou, je disais, mais vous voulez pas qu'on s'occupe de faire traduire? Il me disait, oh ben, mon petit-fils le fera. Ben, je me disais, ok, mais ça c'est
c'est une façon Mais tu as du travail aujourd'hui, hein. voilà. Béatrice, à la lueur de toutes ces recherches, de toute cette connaissance et de toutes ces rencontres que tu as eues dans ta vie, si aujourd'hui tu devais nous donner quelques clés de lecture de tout ça et leur impact dans nos vies, et quels conseils tu pourrais nous donner? Alors déjà, boire de l'eau et pas du coca ou du Fanta. Parce que c'est vrai que souvent, je dis à mes patients, bah, écoutez, c'est important de boire au moins 1,5 litre d'eau, vu vos résultats. Pour moi, vous êtes déshydraté, vous ne buvez pas assez. Et les gens me disent, mais si, mais moi je bois. Alors le matin, je bois une grande théière de thé, et puis après, je bois beaucoup de jus de fruits, de jus de légumes, et toutes sortes de produits. Donc ça, c'est dans le meilleur cas de figure. Souvent, les gens boivent effectivement énormément de soda et des eaux qui sont pas adaptées. En tout cas, moi, j'aime bien partir avec l'idée que l'eau du robinet, elle est pas du tout correcte, hein, donc il faut absolument la filtrer, et donc à partir de là, la retravailler aussi, parce que c'est une eau qui est relativement morte pour moi. Il faut la dynamiser, la vortexer, mais même lui donner un mouvement, quoi, l'agiter. Ça, c'est très important. En homéopathie, par exemple, on sait que l'homéopathie est une dilution d'un remède, d'une molécule, mais c'est aussi une dynamisation. C'est extrêmement important de dynamiser l'eau. Mais ça peut être juste prendre une bouteille d'eau et l'agiter une dizaine, une quinzaine de fois. Ça, c'est pour moi très important. Et l'eau est pour moi un vrai médicament. D'ailleurs, il y avait un auteur iranien qui disait finalement, qui avait écrit un livre qui s'appelait Vieillir est une déshydratation. Et ça, je confirme, c'est complètement vrai. Le vieillissement, c'est souvent les gens oublient de boire, ils prennent l'habitude de boire de moins en moins, et ça, c'est très mauvais pour le cerveau. C'est vraiment très mauvais, mais pour tout notre organisme. Nous avons besoin de nous hydrater et d'avoir une eau correcte. C'est sûr que l'eau en bouteille plastique, c'est pas bon. Moi, je préfère les eaux en bouteille de verre, mais même, il faut repenser notre attitude par rapport à l'eau. L'eau, pour moi, est un véritable remède de longévité, d'épanouissement même. Et quand l'eau est de bonne qualité, on a un vrai plaisir à la boire. Je dirais même les gens qui ne peuvent pas faire grand-chose, parce que souvent on me dit, ah, mais ces appareils, c'est cher, etc. Mais déjà, faire bouillir l'eau. Prenez une casserole, vous mettez de l'eau à bouillir dedans, vous la goûtez avant et vous la goûtez après. Je vous assure qu'elle n'a pas le même goût. Elle a ce qu'on appelle une palatabilité tout à fait particulière, c'est-à-dire une adhérence à la bouche. On sent qu'elle hydrate, qu'elle rentre dans les cellules. Parce que sinon, l'eau qu'on boit au quotidien, souvent, les gens me disent, j'aime pas boire de l'eau, elle est lourde, elle me tombe sur l'estomac, c'est comme une pierre. Ben, je dis oui, forcément, parce que l'eau que vous utilisez, souvent, donc c'est une eau en bouteille plastique, et elle a quantité d'informations, ne serait-ce qu'un code barre sur la bouteille. Et ça, si vous voulez, quelque part, c'est de l'information qui est donnée à votre eau et qui, quelque part, n'a rien à faire dans votre organisme. Hein, vu tout ce qu'on a dit auparavant, hein, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une étiquette sur la bouteille, il y a plein de choses qui sont écrites dessus. Hein, il y avait une expérience qui avait été faite, je raconte toujours ça parce que c'était, on avait acheté plein de bouteilles d'eau, et puis il y avait des verres en plastique. On mettait un petit peu de chaque bouteille d'eau dans chaque verre, et puis on avait un lecteur de code barre, hein, comme on a dans n'importe quel magasin. Et on passait les verres en plastique sur lesquels il n'y avait rien marqué, il y avait le prix qui s'affichait quand même. Donc, quelque part, bah oui, et ça, c'était que l'information du code barre, mais on se doute bien qu'il y avait plein d'informations. C'est pour ça, quand je dis que écrire sur une bouteille, ça donne de l'information à la bouteille, mais derrière, l'eau, effectivement, qu'on boit, elle peut quelque part être lourde, je dirais, de toute cette information qui, pour moi, on n'a pas besoin de ça. Donc, notre corps réagit forcément, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas, Tu peux c'est pas partager justifié. quelques technologies ou quelques méthodes de purification? Moi, j'ai connu la Kangen, il y a le système Amélio, si je me souviens bien. D'accord, Juste c'était pour ceux qui désirent aujourd'hui, après cette interview, et qui ont pris conscience de cette importance
déjà implémenter quelque chose pour eux et pour leur santé? Alors, il y a un système qui est très simple et pas cher, qui est le système Navoti. Donc ça, c'est un filtre qu'on met sur le robinet, qui est tout petit, avec du filtre à base de fibres de coco. Ça, c'est déjà très bien. Voilà. Donc ça, on obtient une eau sans chlore, ce qui est déjà très important pour moi. Et puis, on peut avoir derrière, moi, des fois, même cette eau-là, je vais la retravailler, je vais la faire bouillir, par exemple. Et là, on prend cette eau qu'on fait bouillir, une petite tasse le matin, bah, quelque part, on sent déjà qu'on nettoie son organisme. Il faut voir que ce que les peuples Kogi, on parlait tout à l'heure de cette chamane avec qui j'ai échangé, cette saga Narcissa tellement merveilleuse, elle disait, mais l'eau, c'est la pensée. L'eau, elle nettoie de la négativité. Donc, c'est très important d'enlever tous nos miasmes et l'eau est essentielle pour ça. C'est très simple, c'est extrêmement simple. Mais comme on disait, il faut trouver les bons systèmes. Donc, moi j'aime beaucoup aussi le filtre de d'Hulda Clark et il y a d'autres systèmes, hein, comme l'osmose inverse, on enlève absolument, on nettoie toute l'eau de ses impuretés. Ça, j'ai Mais testé l'osmose cette eau, inverse, c'est il faut magnifique. aussi lui redonner un peu de minéraux, donc avec un petit peu d'eau de Quinton. Il faut la vortexer, il faut la dynamiser. Là, pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans le troisième millénaire sans considérer que notre corps est fait d'eau. 99% des molécules de nos cellules sont de l'eau. L'eau entoure absolument notre système, tout notre ADN, mais tous les composants de la cellule. Et serait le médium pour lire l'information de la conscience non locale qui contient notre haut potentiel. Donc en fait, ça commence déjà par là, en fait. Absolument. C'est essentiel. Pour moi, c'est ça le grand remède que chacun doit intégrer. S'il y a un élément clé, c'est l'eau. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission et j'espère que vous aurez compris le mot d'ordre, l'importance de l'eau et on va continuer ce voyage avec d'autres intervenants sur ces sujets et c'est que le début et merci infiniment à Béatrice du fond du cœur.